Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de Gabriel. Je suis exceptionnellement accompagné de mon ami Gaëtan Grasso et nous allons vous livrer aujourd'hui le conte de la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan, conte noir inspiré de faits réels. On dit que c'est arrivé un été, mais la mémoire du Gévaudan est trouble. Elle a été piétinée, griffée, mâchée et recrachée. Certains disent que c'était en juin. D'autres parlent d'un soir d'orage, peu importe, car ce qui compte, ce n'est pas comment ça a commencé, mais comment la peur s'est installée. Tout commence par un corps, une jeune fille, 14 ans, éparpillée sur l'herbe comme un jouet brisé. La gorge arrachée, la robe en lambeaux, et le regard, toujours là, figé vers le ciel, comme si elle avait vu quelque chose d'impossible, d'innommable. Les paysans ont d'abord cru à un loup, mais les loups ne font pas ça. Pas de cette façon. Ils mangent, puis ils fuient. La bête, elle, massacre. Car ce fut suivi d'un deuxième corps, puis d'un troisième, et bientôt une litanie de morts. Toujours le même rituel, un promeneur isolé, un hurlement dans la nuit, et au matin, une mare de sang, un corps vidé, déchiqueté, presque offert à la vue du village comme une signature. La bête, on ne la voyait jamais vraiment, mais on l'entendait. Un grognement, une course folle dans les sous-bois, une ombre dans le brouillard, et puis plus rien, juste le vent. On commença à raconter qu'elle avait la taille d'un veau, une tête massive, une gueule qui ne semblait jamais vouloir se refermer. Certains disaient qu'elle se tenait droite, qu'elle observait les hommes avec un calme glacial. Une bête, oui, mais pas une bête ordinaire. Le roi lui-même fut alerté. Louis XV, dans ses dorures de Versailles, en entendit parler. Il envoya des soldats, des traqueurs, des fusils, mais on ne traque pas un fantôme. On ne chasse pas ce que l'on ne comprend pas. Car la bête ne tuait pas pour se nourrir. Elle tuait pour tuer. Elle s'attaquait aux enfants, aux femmes, parfois au cœur du village en plein jour. Et il n'y avait pas de logique. Elle semblait choisir. Un garçon de 10 ans, retrouvé suspendu à un arbre, les côtes ouvertes comme un livre. Une mère, éventrée devant sa porte, son bébé disparu et jamais retrouvé. Un berger, attaqué au milieu de son troupeau, tandis que les moutons, eux, restaient là, intacts. Les curés parlaient de punition divine. Les nobles parlaient de bêtes exotiques échappées d'un cirque. Mais dans les chaumières, le mot qui revenait, c'était malédiction. Le plus étrange, c'est que certains survivants juraient qu'elle avait un regard humain. Pas animal, pas sauvage, humain. Comme si derrière la gueule béante et les crocs, il y avait quelque chose qui regardait ou quelqu'un. Les rumeurs allaient bon train. Un noble local qui aurait dressé un monstre pour se venger du peuple. Un moine fou transformé en bête à force de solitude. Un loup possédé. Un démon sorti des bois.
La bête du Gévaudan n'était plus seulement un animal. Elle était devenue une idée, un souffle de mort qu'on sentait passer entre les arbres. Puis un jour, un homme se leva, Jean Chastel, un paysan taciturne, pieux, avec un regard qu'on n'osait pas soutenir longtemps. Il n'avait pas peur, il avait vu trop de choses. Il avait déjà perdu un fils et un frère. Dans ces silences, on l'entendait prier. Il fondit 3 balles. Pas avec du plomb ordinaire, non. Il fit fondre une médaille de la Vierge. Il les bénit, 3 balles, 3 prières, 3 espoirs. Et il partit, fusil en main, dans la forêt du Mont Mouchet. C'est là, dit-on, que ça s'est passé. Il ne l'a pas entendu venir, il ne l'a pas vue surgir, elle était là, devant lui, immense, elle ne grognait pas, elle respirait lentement. Son pelage noir était maculé de sang séché, et ses yeux, oh, ses yeux, pas rouges, pas brillants, non. Humain, presque triste, presque conscient. Chastel ne trembla pas. Il leva son fusil et il tira. 1, 2, 3. La bête tomba. Quand on la disséqua, on trouva des choses étranges dans son estomac, des os humains, des morceaux de vêtements, mais aussi des bijoux, des objets qu'elle n'aurait jamais pu ramasser seule, et surtout sa mâchoire. Elle avait des crocs et des dents d'homme. On l'enterra vite, trop vite. On déclara le danger écarté, on fit taire les curieux et on oublia. Mais certains disent que ce n'était pas la bête, qu'il y en avait d'autres, qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'était pas morte, mais simplement repartie ailleurs. Et dans les forêts du Gévaudan, parfois, la nuit, on entend encore des bruits, des choses qui rampent, des hurlements trop longs pour être des loups, et des silences trop profonds pour être naturels. Alors si, un jour, tu traverses ces bois, mon ami, et que le vent se lève, retiens ton souffle, mais surtout, ne regarde pas derrière toi. Merci de nous avoir écoutés. C'était les contes de Gabriel, accompagné de mon ami Gaëtan Grasso. Gaëtan, en 2 mots, pourquoi avons-nous choisi ce conte ? Eh bien, on a choisi ce conte parce que il a un côté très mystique, très ancré dans un territoire qui nous est proche. Et on avait à cœur de raconter à notre manière un conte qui a déjà été raconté de 1001 façons. Merci pour ce court débrief et à la semaine prochaine.